Hey hey, salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois La Belle et la Bête de Bill Condon. Alors c'est très étrange, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu nous disais, oui, moi, les comédies musicales, c'est pas mon délire. Et là, coup sur coup, coup sur coup, en quelques semaines, on va parler quand même de deux comédies musicales, quoi. Alors, oui, mais il y a quelques circonstances atténuantes. Ouais, comme alors, premier point, déjà, c'est un Disney. Enfin, du coup, là, c'est l'adaptation live d'un dessin animé que, pour ma part, j'aime beaucoup. Ensuite, second point, Emma Watson. Exactement. Et enfin, troisième point, Emma Watson, encore. Exactement. Et maintenant, on peut parler du film. Non, mais t'es ridicule. Enfin, je veux dire, t'es pas objectif, quoi. Enfin, elle pourrait tourner dans un DTV tout pourri, tourné avec le cul en Roumanie avec Steven Seagal, que t'arriverais encore à dire oh, ça va, c'est pas si mal. Peut-être bien. Un problème avec ça? Ah, pas le moins du monde. Vas-y, parle du film, je t'en prie. Alors, donc, La Belle et la Bête. Bon, je vous fais pas l'affront de vous résumer de quoi ça parle, parce que je pense que tout le monde a au moins vu le dessin animé de Disney au moins une fois dans sa vie. Alors, avant qu'on parle vraiment du film, en tout cas dans ce qu'il a de bon, de ce qu'il a de moins bien, je voulais faire un point, je voulais m'arrêter 2 minutes sur une question qui n'est pas essentielle, on va dire, dans l'appréciation du film, mais qui, moi, m'a un petit peu gêné, mais qui n'est pas, disons, quelque chose qui va peser dans le pour et le contre du film, mais quelque chose dont j'avais envie de parler, c'est le doublage français. Je fais pas partie de ceux qui sont ultra pro VO en mode ah quand tu regardes un truc en français que tu sois châtié brûle dans les feux de l'enfer. Et je suis pas un pro VF absolu dans le sens où si une VF enfin si quand une VF est mauvaise elle est mauvaise quoi. Alors là pour le coup du coup ça fait 2 fois du coup euh, il y a un souci avec cette VF, c'est que comme c'est une comédie musicale, euh, il faut prendre des comédiens qui sachent bien chanter. D'accord. Sinon, ça arrive, ce qui arrive parfois, c'est qu'on prend un comédien pour doubler, un comédien pour chanter, et des fois, les voix sont quand même relativement différentes. Enfin bon, bref. Et le souci, c'est que du coup, on n'a pas les acteurs, on va dire, classiques qui doublent telle ou telle personne. Mais on a des personnes qui ont été choisies plus pour leur voix, on va dire. Et le problème que je ressens, c'est que j'ai pas l'impression que les voix collent spécialement au personnage. En tout cas, j'ai pas l'impression que, ok, ils chantent bien, mais au niveau du jeu, c'est pas top. Et j'ai toujours l'impression qu'ils jouent assez fade. Et ça me pose problème. Surtout que, en plus, du coup, ils ont traduit forcément les chansons. Mais ça me pose, on va dire, 2 problèmes. C'est que quand c'est dans un dessin animé, ça va, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a pas de synchro labial. Et donc du coup, bah, vous pouvez légèrement réarranger les chansons, les textes, etc. Le souci, c'est que là, du coup, on est obligé de réarranger pour que ça colle à la synchro labiale. Donc du coup, les chansons ne sont plus exactement pareilles que dans le dessin animé. Ce qui fait que ça, parfois, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça provoque tu fais, ça va moins bien que dans la chanson originale. Là, vous avez été obligé de changer, mais cette sonorité-là dans la chanson, à ce moment-là, je la trouve moins bien que ce qu'il y avait dans la chanson originale, dans le dessin animé. Et ça colle dans un film d'animation, puisqu'il n'y a pas spécial. Enfin, la synchro labiale, elle est moins présente, puisque bon, bah, c'est des personnages d'animation qui parlent, donc du coup, voilà, on crée plus l'illusion comme ça. Alors que là, non. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est dommage de ne pas l'avoir vu en VO, sauf que mon cinéma ne passe pas en VO. Enfin, quand ça sortira en vidéo, j'en profiterai pour le voir en VO, parce que je pense que non seulement ben, on a une meilleure linéarité, on a le meilleur jeu des acteurs déjà, et au moins ça choque pas au niveau des chansons, parce que c'est des chansons évidemment que globalement on connaît beaucoup, et du coup les entendre quasiment pareil, mais différemment quand même, je trouve que ça crée un petit peu un malaise. Mais je comprends pourquoi ils font ça aussi, évidemment. Contrairement à La La Land, évidemment, La La Land, bon, le public visé, il n'y a pas de souci. Mais le souci avec La Belle et la Bête, c'est que moi, je vois bien dans la salle où j'étais, c'était rempli de gamins, de gamines qui avaient en moyenne peut-être, allez, 7 8 ans, mais il y en avait plein qui avaient en dessous.
Donc déjà, à 7-8 ans, t'as pas une lecture forcément ultra fluide, quand ça va relativement vite, mais alors un gamin qui a 4-5 ans, qui apprend ou qui sait même pas lire, ben il arrive, il regarde un film, d'un seul coup, les personnages se mettent à chanter dans une autre langue, et c'est sous-titré, ils savent pas lire, forcément ça pose problème. Donc je comprends pourquoi ils font ça, mais moi de mon côté, en fait, j'aime pas les voix. J'aime pas les voix des comédiens de doublage qu'il y a en français. Et donc, du coup, ça me bloque un peu. Surtout que ils chantent bien, mais niveau jeu, je les trouve un petit peu en retrait et pas suffisamment. Voilà, clairement, je pense qu'on y manque un truc. Bon, bref, on ferme cette parenthèse sur le doublage. Je vais commencer par les points négatifs du film. Alors le point négatif, on va dire l'autre point négatif du film, parce que à vrai dire j'en ai qu'un seul vrai gros point négatif, c'est l'aspect. Dans le sens où il y a plein de fois dans le film où j'ai l'impression que c'est... Je vois trop l'aspect décor studio. Et de l'autre côté, il y a certaines fois, ça me saute trop à la gueule que c'est des effets spéciaux en fait. Je me dis, ah ça, tout ça, c'est pas vrai. Autant il y a des plans où, enfin, c'est surtout quand il y a les acteurs qui sont en même temps dans le plan. C'est-à-dire que quand il y a des plans où on voit juste, par exemple, le château de loin, en plus il y a des plans qui sont très beaux, etc., où c'est tout en images de synthèse, etc., mais où il n'y a pas, on va dire, de personnages dans le cadre, ça va, c'est joli au niveau des effets spéciaux. Par contre, il y a par exemple, des plans où, par exemple, Belle regarde par la fenêtre du château, et du coup, ça dézoome et on voit, et ça sort du château et ça descend même. Et là, sur les côtés, ouais, ça se voit quand même que c'est de l'incruste. C'est pas forcément le truc le plus réussi, mais c'est ce que je reproche à pas mal de films en fait récents. C'est que parfois, ok, les effets spéciaux sont très bien faits, mais j'ai quand même cette impression de, c'est pas vrai. Je peux pas me dire, c'est vrai, je pourrais le toucher. Ok. Et au contraire, il y a des fois, je me dis clairement, bon bah là c'est du studio, j'arrive à voir j'arrive à m'imaginer où sont placées les lumières dans le décor, etc. Ça se voit que, voilà, je dirais pas que c'est en carton, mais des fois j'irai pas jusque là, mais des fois tu te dis, ça quand même, voilà, c'est pas terrible, terrible. Bon voilà, donc ça c'est vraiment mon point négatif du film. Ouais, le ressenti un peu artificiel parfois de certains décors. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça vaut? J'avais un petit peu un a priori, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on a déjà eu comme adaptation live de chez Disney? On a eu Cendrillon et le livre de la jungle. Alors Cendrillon, je vais pas vous faire l'affront de vous refaire tout le pitch, j'ai déjà fait dans un séance vers le futur, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Euh, et ensuite on avait le livre de la jungle. Alors deux films qui sont très différents. Parce que Cendrillon, c'est vraiment le film de princesse, alors que le livre de la jungle, c'est quelque chose de plus universel. À titre perso, donc bon, bah, Cendrillon, j'aime pas du tout, pour diverses raisons que j'ai déjà évoquées. Et le livre de la jungle, moi j'aime beaucoup, même si, ok, ça n'apporte strictement rien par rapport au dessin animé originel. Mais en tout cas, ça a de la gueule, c'est bien foutu. C'est vraiment et c'était dynamique, c'était bien mis en scène et voilà, ça prouve que oui, on peut faire un film avec des animaux qui parlent et en motion capture et que les animaux soient super bien rendus. C'est-à-dire qu'on a encore du mal parfois à rendre des animaux au niveau de la fourrure, etc., qui rendent vraiment réalistes. Là, dans le livre de la jungle, moi j'avais vraiment l'impression, ok, que les animaux étaient vraiment bien rendus. Et donc le livre de la jungle, j'avais plutôt bien apprécié, même si évidemment ça ne réinventait pas la roue, mais ça avait le mérite d'être vachement bien foutu. Là arrive La Belle et la Bête et je me suis dit, soit c'est bien foutu comme le livre de la jungle, soit c'est mal branlé comme Cendrillon. Ça me ferait chier parce que autant Cendrillon, c'est un dessin animé que j'aimais pas, le livre de la jungle, j'ai dû le voir une ou deux fois, et voilà, j'aimais bien sans plus, parce que c'était des vieux Disney, moi quand j'étais gosse, voilà, c'était des vieux Disney. Autant La Belle et la Bête, ça fait clairement partie de mes trois Disney préférés avec Aladdin et le Roi Lion. Et aussi parce que c'est des films qui sont sortis quand j'étais gamin et qui m'ont plus marqué. Et donc du coup, j'avais un petit peu cette appréhension. Alors du coup,
Évidemment, comme pour le livre de la jungle, ça ne réinvente pas la roue, c'est-à-dire que c'est exactement le même scénario, c'est la même histoire, c'est le même déroulement, c'est le même enchaînement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film vient combler certaines lacunes que le dessin animé avait, c'est-à-dire, par exemple, typiquement au début, on nous explique pourquoi tout le monde a zappé le château, c'est-à-dire que le château, fondamentalement, il n'est pas si loin du village. Et ça fait pas 150 ans qu'il y a la malédiction. On nous dit que ça fait grosso modo 10 ans. Alors pourquoi tout le monde semble avoir subitement oublié l'existence du château? Là, on nous explique que l'enchanteresse, quand elle a lancé le sort, a fait oublier l'existence même du château et de ses habitants à tout le monde. Donc voilà, il y a certaines explications comme ça. On nous explique par exemple dans le film pourquoi, il y a plein de choses. Pourquoi il n'y a pas que la bête qui a été transformée? Pourquoi tous les domestiques, etc., ont été transformés aussi? Il y a une histoire qui va avec en plus le passé du prince qu'on ne nous expliquait pas du tout dans dans le dessin animé. Quelque chose que moi, même en étant petit, j'avais déjà soupçonné, c'est que le prince n'était pas seul dans son château parce que c'était son château, voilà, il était arrivé, paf, je construis ce château. Non, c'est que ses parents sont morts. Et c'est quelque chose que j'avais toujours suspecté, voilà, dans le dessin animé, mais qui n'était jamais dit, c'est que ses parents sont morts, notamment sa mère. Et là, dans le film, on nous parle de ça, et ce qui vient, on va dire, humaniser le personnage de la bête, et ce que j'aimais pas en fait on va dire dans la critique facile qui revient pour La Belle et la Bête, c'est que c'est le syndrome de Stockholm. C'est voilà, elle devient amoureuse de son ravisseur, alors que c'est pas le cas en fait dans l'histoire si on y réfléchit bien 2 secondes. Mais dans le film, au moins, ça a le mérite de changer certains détails qui nous disent voilà, elle tombe pas amoureuse de son ravisseur. Parce qu'à un moment donné, très clairement, elle pourrait s'en aller. Elle fait le choix de le ramener. Et c'est ensuite que, via certaines discussions qui nous amènent, qui sont, on va dire, le pourquoi du comment, voilà, le passé du prince, mais aussi le passé de Belle, c'est-à-dire une histoire sur, on va dire, sur sa mère, en fait, dont on parlait pas dans le dessin animé. Tout ça forge les relations entre les deux personnages qu'il faut qu'on dépasse le simple syndrome de Stockholm qui n'a rien à voir. Ensuite, le personnage de Belle est toujours aussi intéressant, mais surtout, ils ont renforcé son côté un petit peu, voilà, ingénu, où, en fait, typiquement, au début, elle apprend à lire à une autre gamine dans le village, elle fabrique une espèce de machine à laver, donc elle est un petit peu aussi, voilà, à sa façon, un petit peu une inventrice, un petit peu comme son père. Voilà, elle fait des croquis, elle dit bah tiens, comme ça, je mets un tonneau, je fais tourner l'âne, etc. Et puis donc du coup, ça crée un mouvement. Donc voilà, il y a tout ce côté, c'est pas juste voilà la fille qui est jolie dans le village et puis qui sait lire quoi. Même si déjà de base le fait qu'elle sache lire à cette époque-là, évidemment, ça en fait quelqu'un d'un peu différent. Mais c'est tous ces petits détails accumulés qui renforcent les personnages en fait. Pas que les personnages étaient faibles au départ, bien loin de là, mais c'est tous des petits détails qui viennent se rajouter à ce qui manquait peut-être parfois dans le dessin animé pour pouvoir réfuter certaines analyses un petit peu à l'emporte-pièce. Typiquement, bah, c'est le syndrome de Stockholm. Non. Ensuite, un personnage qui est très intéressant dans son développement, c'est le fou. Si vous avez un peu regardé sur Internet, vous avez vu qu'il y avait pas mal on va dire, de débats autour de ça, puisque c'est pas dit ouvertement dans le film, mais le film laisse entendre qu'il est plus ou moins homosexuel, ce qui a créé des débats à la con aux États-Unis ou dans ou dans d'autres pays. Enfin bref. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le dessin animé, à la fin, souvenez-vous, quand Gaston attaque avec le château avec les villageois, le fou est clairement de son côté, etc. Puis à la fin, bon voilà, euh, il se fait chasser. Alors que là, dans le film, c'est pas la même chose qui va se produire. Parce qu'à travers le film, le personnage de Gaston est aussi traité légèrement différemment. Où, bon, c'est toujours un con. Mais dans le dessin animé, on nous laissait entendre que voilà, c'était un con qui faisait ça parce que
par exemple, il allait attaquer la bête parce que il croyait un petit peu comme les autres villageois, que la bête, elle est dangereuse, voilà, il faut la tuer, etc. Alors que là, on voit très bien que finalement, la bête, le monstre dans l'histoire, c'est Gaston. C'est vraiment un salaud égocentrique, manipulateur. Il y a une scène notamment qui est pas dans le dessin animé, où il part avec Maurice, avec le fou. La première fois quand il revient, que Maurice revient au village en disant Belle a été enlevée. Et Gaston part avec lui pour tenter de retrouver Belle parce qu'au départ il le croit, il se dit bah tiens, ça va me faire des points. Et finalement il s'énerve contre Maurice, il lui balance une patate, etc. Donc on voit qu'il y a, ça prouve, ça montre vraiment que lui c'est vraiment le salaud de l'histoire. Avant c'était juste, tu disais ouais bon bah c'est le gros beauf qui a rien compris quoi. Mais là on nous montre bien que c'est un égoïste. Il tente de séduire Belle pas parce qu'il est spécialement amoureux d'elle. C'est un trophée. Il est à la chasse, vraiment, dans tous ses aspects. C'est un chasseur. C'est vraiment, il est manipulateur, il est égocentrique. Et à la fin, c'est ce qui le perd, en fait. C'est pas la bête qui le tue, etc. C'est son ego à lui. Il veut absolument tuer la bête pour prouver qu'il est le plus fort, etc. Et finalement, il fait pas attention à ce qui est autour de lui. Il finit par tomber et à mourir. Euh, donc voilà, des personnages qui sont plutôt plutôt intéressants, plutôt bien travaillés et bien interprétés, puisque globalement on a quand même des bons acteurs. Même s'il y en a énormément qui en fait jouent finalement juste les voix de tous les objets enchantés. Hein, Lumière, Big Ben, le piano dont je me souviens plus du nom, la Madame de garde-robe, l'armoire, etc. Donc tout ça, voilà, on a des bons acteurs, puisqu'on a Ewan McGregor qui joue Lumière, on a Ian McKellen qui joue Big Ben. Voilà, c'est Stanley Tucci qui joue comment? Qui joue l'orgue, le piano là, et qu'à un moment donné, quand il est en humain, il en fait des caisses, c'est génial, c'est à mourir de rire. Pourtant, franchement, la scène fait peut-être 5 10 secondes, mais à chaque fois qu'il est là, qu'il est en humain, puis qu'il joue sur son piano, il en fait des caisses et des caisses. J'adore cet acteur, quand il en fait des caisses, il est à mourir de rire. Enfin voilà. Et sinon, voilà, pourquoi je trouve que c'est un bon film? Parce que je vais pas vous parler vraiment de La Belle et la Bête, parce que ça serait refaire la critique du dessin animé. Donc tout le monde, je pense, l'a vu, hein, ou 99% des gens qui vont le voir ont vu déjà le dessin animé. Donc je vais pas vous refaire toute la critique. Mais pourquoi je pense que c'est intéressant encore aujourd'hui, et pourquoi c'est encore plus intéressant d'avoir encore plus travaillé les personnages, d'avoir rajouté quelques aspects comme ça? C'est que par exemple, je vous parlais de Cendrillon avant. C'est que Cendrillon, j'ai toujours trouvé. Bon, quand j'étais gosse, c'était juste que je trouvais ça chiant à mourir, mais il y a une bonne raison à ça. C'est que le personnage, comme je l'ai déjà dit, est passif. C'est un personnage qui est vide, qui n'apporte rien et dont la seule morale de l'histoire, c'est sois belle et tais-toi. Et ça m'a toujours énervé parce que je trouve que c'est pas un bon exemple, c'est pas un bon modèle. C'est-à-dire que globalement, Cendrillon, un peu comme La Belle et la Bête, c'est beaucoup de petites filles qui le regardent. D'accord? Même si il y a pas que ça, évidemment. Regardez La Belle et la Bête, c'est pas une petite fille. Bon. Mais il y a quand même beaucoup de. Étant donné que les personnages principaux sont des filles, les petites filles forcément vont s'identifier très facilement et vont en faire une sorte de modèle. Et Cendrillon, c'est un très mauvais modèle. C'est-à-dire elle est douée quasiment en rien, si ce n'est faire la cuisine et la couture. Ses moyens comme. C'est un peu des valeurs un peu ultra conservatrices, quoi. Et puis, sinon, elle est passive totalement. Le prince tombe amoureux d'elle parce que elle est jolie. Point. Cendrillon, c'est ça, hein. Le prince charmant qui n'a aucune personnalité en plus dans le dessin animé, à peine plus dans le film, mais c'est pas très intéressant. Tu dis, je m'en bats les couilles. Euh, voilà, il tombe amoureux d'elle parce que elle est jolie. Point. Très franchement, hein, c'est tout. Et donc, du coup, la morale de Cendrillon, ça a toujours été sois belle et tais-toi. Point. Parce que voilà, en gros, ben, si t'es jolie, ben, il y a le prince charmant. Et puis si tu ressembles à ces deux sœurs puis que t'es méchante, tant pis pour toi. Et j'ai toujours trouvé ça horrible comme modèle. C'est pas cool ça comme modèle. Sois belle et tais-toi. Alors que Belle, au contraire,
est un personnage qui est résolument féministe en fait. Parce que dès le départ, bon, quand Gaston essaye de la draguer, il lui dit ouvertement, oui, je vais me marier avec toi. Puis il lui dit, ouais, go fuck yourself, quoi. Non, non, je crois pas, mon pote. Et que c'est une femme qui ne cherche pas à suivre ce que les autres veulent lui imposer. Elle fait ce qu'elle veut. Et quand elle. C'est pour ça aussi qu'elle tombe amoureuse de la bête et inversement, c'est parce qu'en fait, c'est des personnages qui se tiennent tête. C'est des personnages qui, comme ils se tiennent tête, en viennent à parler de ce qui les oppose, et à force de parler de ce qui les oppose, finalement, découvrent aussi ce qui les rapproche. Et Belle elle suit toujours ses propres choix. Elle ne fait pas des choix dictés par. Elle ne fait pas des choix dictés par un tel ou un tel ou un tel. À chaque fois, elle fait des choix libres. Et c'est un personnage qui est très intéressant. Et donc, c'est un personnage que je trouve qui est un meilleur modèle, en fait, qui est complètement l'antithèse de Cendrillon. Vous voyez, c'est vraiment, ben voilà, on a un beau personnage qui est cool. Les petites filles peuvent s'identifier à Belle parce que c'est un beau modèle, c'est un bel exemple. Et donc, du coup, c'est- et quelque part, c'est pas anodin que ce soit Emma Watson qui joue Belle, puisque on connaît Emma Watson pour ses combats très engagés pour le féminisme. Donc, du coup, c'est vraiment un rôle qui lui va bien, puisque c'est un personnage qui est vraiment dans ce cadre-là, quoi. Et ça fait plaisir. Sinon, globalement, eh ben, le film, c'est La Belle et la Bête. C'est c'est- c'est bien. C'est-à-dire que voilà, le film ne trahit pas l'esprit du dessin animé, tout en remettant des petites touches ici par là, un petit peu de mastic and the hop. On avait oublié ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit détail qu'on avait oublié, mais on a oublié de le dire, ça semblait logique, mais non. Alors on va le remettre, etc. Donc ça fait un tout cohérent. Ça fait pas le meilleur film du monde, clairement, mais ça fait un bon moment. Et pour la note, alors, ça donne quoi? Alors pour la note, eh ben, j'ai mis 7 sur 10, tout simplement parce que comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur film du monde en soi pris comme ça, mais déjà, actuellement, bon, il n'y a pas eu 36 adaptations live purement Disney, parce qu'il y a eu d'autres films, mais qui n'étaient pas de chez Disney, hein, comme Tarzan, comme Peter Pan, etc., mais c'est pas les adaptations live de chez Disney. Et autant, bah, je trouvais que bon, Cendrillon, c'est vide, et le Livre de la Jungle, ça n'apporte rien de plus, c'est juste que, ok, en live, c'est joli, ça a des couilles. La Belle et la Bête, ça a le mérite d'apporter des choses différentes, même si c'est la même histoire, l'ensemble est pareil, mais au moins ça apporte des légères, pas des changements, des légères modifications, en tout cas des rectifications ou des précisions qui n'étaient pas là dans le dessin animé, et qui aident à avoir une meilleure compréhension et surtout une compréhension plus juste de l'histoire. Et ça, c'est cool. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de laisser un commentaire pour me parler de la vidéo ou du film, évidemment. Vous pouvez nous rejoindre comme d'habitude à Facebook, la chaîne YouTube Sens Critique si ça vous dit. Et puis normalement là, eh ben, vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos de la chaîne. Voilà, sinon petit point sur la chaîne pour vous dire que Séance vers le futur 14 est tourné et en cours de montage et qui devrait arriver, donc comme d'habitude, en fin de mois, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et voilà.